Pourquoi 80% des élèves, des étudiants en jiu-jitsu brésilien vont abandonner? Il y a un problème intellectuel des coachs. Et on va parler de la blessure. Bonjour, c'est Jean-Serge Moulumba, le spécialiste de tes relations plus épanouies au quotidien. Et on a bravé le froid et les éléments pour venir parler de la blessure dans le jiu-jitsu brésilien. Je te propose d'écouter ici Robert Drysdale, à qui il est posé cette question. So what are you dealing like? Is it do you have neck, knee, shoulder, wrist, everything? I have 2 herniated discs on my neck, 1 on my lower back. I have osteoarthritis on both my wrists and both my knees. So that means I can't pull. My hands are very weak because I can't do this right here. I can't circle. Not with strength, with no power, no strength. But like finishing a kimura, it feels like I'm risk looking myself. So very few submissions I can go for. Like anything that's hard hand fighting is very painful, very difficult. My knees are like I can't drive. So I'm a passing guard. I have very drive off my knees. But if I'm in butterfly is my main position. It's hard to get that extension on the legs because I feel like I have sand in some things. You know, so like little things like that. So, you know, I work around it as best. Dans cette interview, Robert Drysdale a donc 42 ans. Il y a 2 ans, je pense qu'il a effectué cette interview. Et tu vois que tous ces problèmes qu'il énonce sont des problèmes sérieux. Je te rappelle que c'est un champion ADCC, un champion IBJJF, et qu'il a fait du MMA en professionnel. Il est maintenant entraîneur d'athlètes professionnels aussi bien en MMA qu'en jiu-jitsu brésilien. Et il est ici en train de nous dire honnêtement ce qui lui est arrivé à cause d'une pratique qui n'est pas souhaitable. Il le dit lui-même. Et tout au long de cette interview, il va nous expliquer qu'il regrette un peu d'être allé dans cette voie-là où il s'entraînait sans conscience, à 1000 à l'heure à tous les rounds, que ce soit avec des débutants, avec des personnes avancées. C'était toujours la même rengaine, à savoir aller à fond, à fond, à fond. Et il prend l'image d'une carte de crédit. Il dit en fait, ta physicalité, ta condition physique, c'est un peu comme une carte de crédit dans laquelle tu as un certain montant de santé. Alors, quand tu vas autant à fond, à tous les entraînements, eh bien, tu brûles assez rapidement tes capacités physiques, si bien que à un moment donné, tu seras obligé de passer à la caisse et ça va être très douloureux. C'est ce qui se passe en général lorsque la carrière est terminée, comme pour lui là. Il annonce que c'est vraiment des journées très pénibles pour ses genoux, pour ses articulations, et cela à cause d'une certaine négligence. Il dit ceci: le compétiteur c'est obligé, va sacrifier sa condition physique pour les besoins de sa performance. Si il ne le fait pas, il ne sera jamais un champion du monde. Si il ne s'entraîne pas, même quand il est blessé, pour devenir le champion du monde qu'il souhaite être, alors il ne sera jamais champion du monde. C'est très important ça. Parce que cela nous emmène à la question prioritaire qui est pourquoi est-ce que tu t'entraînes? Le jiu-jitsu est dangereux. Il est même très dangereux. C'est un art martial hérité des arts martiaux anciens avec des clés extraordinaires qui sollicitent très fort les articulations, aussi bien les coudes, les genoux que la nuque, etc. Donc, on ne peut pas rentrer comme ça de façon inconsciente dans ce sport-là. Pourquoi est-ce que tu fais ce sport? Si tu ne le fais qu'en tant que loisir, et en général, c'est le cas pour la majorité des gens, alors il n'est pas intéressant pour toi d'aller à fond à tous les rounds. Et c'est ce que souligne si bien Robert Drysdale. Au contraire, tu devrais lever le pied, faire du flow roll, faire des drills, te reposer, prendre du recul, ne pas aller à fond pendant les rounds, pendant tous les rounds, et surtout éviter
les bagarreurs qui sont très très affamés et qui ont besoin d'en découdre, comme il y en a dans tous les gyms. Donc de les éviter, essayer de choisir ta catégorie de poids, des gens de ton âge, et donc te ménager de cette façon-là. C'est comme ça que tu vas prolonger ton entraînement et la santé de tes articulations sur les tatamis. Le problème, c'est que très peu de coachs vont te dire ça. Ils vont tous te dire, viens au jiu-jitsu, c'est formidable, tu vas devenir compétent, tu vas savoir te défendre, tu vas gagner des médailles, tu vas être un champion, etc. Personne ne te dit qu'en réalité, c'est quelque chose qui taxe énormément ton physique. Moi, je me souviens, c'était les premières semaines quand j'ai commencé, je suis arrivé là et voilà, il fallait faire un sparring et je me suis retrouvé en face avec une ceinture noire. Et je prends comme ça le kumikata, le col, avec ma main gauche ici, et je tiens fort parce que, évidemment, je ne sais pas quoi faire. Que fait cette ceinture noire? Eh bien, elle prend mon poignet et dégrippe d'un coup très très fort. Voilà, aujourd'hui j'ai le doigt, le petit auriculaire qui est tordu à cause de ça. Mais je ne savais pas, moi, qu'un grip, en fait, il ne faut pas insister quand on est débutant ou même après, c'est pas la peine de tenir très fort. Ce qu'il faut comprendre, c'est les stratégies derrière le grip. S'il veut l'arracher, tu le laisses faire et tu sécurises tes doigts. Personne ne m'a dit ça. Même jusqu'à plus tard, personne ne parle du grip fighting stratégique. C'est tout à la bourrinade, à l'arrachage, etc. Donc, les doigts prennent cher. Moi, tout de suite, je me suis dit, mais mon Dieu, mais le clavier, moi, je vais faire mon clavier, moi. Hélas, aujourd'hui, je garde cette séquelle. Mais c'est pour te dire que le problème des instructeurs, c'est qu'il y a beaucoup de malhonnêteté, beaucoup aussi d'inéducation. Il faut te dire quand même que je faisais le cours sous l'autorité d'un coach qui était médecin aussi. Mais quelle était la part de protection, de prévention concernant toutes ces choses que sont les problèmes articulaires? Zéro. Alors pour lui-même, je pense qu'il faisait le nécessaire, mais pour nous, nous étions vraiment là, laissés à notre compte à faire comme on voulait. Évidemment, quand on avait un problème, on allait le voir, il était prêt à nous dépanner, tout ça, mais pas de prévention dans ce gym. C'était incroyable. Et quand tu es compétiteur, il le dit, Drysdale, ben, tu es compétiteur, tu dois essayer, tu dois faire tout pour t'entraîner, même blessé. Mais ça a un prix. Les blessures que tu accumules là, tu les payeras plus tard, comme il le fait pour lui, malheureusement, là, aujourd'hui. Mais c'est ça, si tu veux être un champion du monde. Le problème n'est pas tellement de se blesser ou pas se blesser. Le problème, c'est de savoir quelle est la perspective quand tu choisis cette route-là. Qu'est-ce que ça va te donner? Quel est le prix à payer? C'est ça qu'on doit annoncer aux jeunes, aux enfants, dès qu'ils rentrent dans le club. Pour ceux qui ont encore plus de magnanimité, ils pourraient construire le protocole qui leur évite de passer par ces troubles incessants, trop tôt, trop vite, trop brutalement, pour rien. Parce qu'après tout, c'est vrai qu'en France, on fait du jiu-jitsu, mais ça ne te rapporte rien d'aller te blesser là pour une médaille à 2 € et faire le champion, etc. Ça ne te rapporte rien, mais au contraire, tes genoux, tes coudes, ton dos, ta nuque, tu en as besoin. Regarde un peu tous les coachs de jiu-jitsu qui ont forcé dans la compétition. Regarde ce qu'ils sont devenus. Ne me dis pas, oui, mais tout le monde passe par là. Il y a des gens qui essayent d'avoir de la prévention. Dans un sport qui est aussi difficile que le MMA, tu regardes quelqu'un comme Georges St-Pierre, il a bagarré fort, mais tu vois qu'au final, il n'est pas le plus amoché, le plus diminué de tous ces combattants qu'il y a. Et le jiu-jitsu, comme cela est présenté,
C'est le sport, entre guillemets, le plus soft. Il y a moins d'impact qu'au Muay Thai, il y a moins d'impact qu'au judo, moins d'impact qu'en wrestling, mais c'est l'endroit où il y a le plus de sparring. Et donc, au final, il y a beaucoup d'éclopés dans le jiu-jitsu. La raison pour laquelle le jiu-jitsu est fui, craint par les débutants, qui est 80% de gens qui fuient, c'est ça. Et derrière cela, il n'est rien dit à ce propos. On te dit viens, 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 mais en somme, tu ne sais pas à quoi tu vas t'attendre. Et dès que tu te blesses, on dit, écoute, ça arrive à tout le monde. Mais lorsque tu trouves un coaching très sérieux, comme par exemple celui de John Danaher, il est très, très, très insistant sur la prévention, sur les méthodes d'entraînement. On le voit même dans son livre. Le livre que John Danaher a écrit avec Renzo Gracie, on le voit très bien. Il nous fait comprendre que c'est très compliqué, les arts martiaux, à cause d'une origine très violente, et que le problème spécifique des arts martiaux, c'est le danger. Il le dit ici dans ce livre, et qu'il a fallu trier des techniques. Ça s'est passé par Jigoro Kano, et ensuite, aujourd'hui, pour travailler par rapport à la compétition dans les différents rule sets, que ce soit Jiu-Jitsu Sport, IBJJF ou Submission Grappling, il y a certains prérequis. Il dit aussi dans son livre qu'il faut, en dehors de ton club, travailler sur ton endurance, travailler sur tes articulations, travailler sur toutes ces choses qui peuvent venir appuyer ton maintien physique. Je veux dire, c'est très important de pouvoir aussi cibler sur la longévité. Et John Danaher, qui est conscient de tout cela, en parle dans son livre. Il n'est pas le seul d'ailleurs. Je regardais aussi dans le bouquin de Saulo Ribeiro, dans l'endroit où il parle de la survie. Eh bien, il nous invite ici, quand même, Saulo Ribeiro Jiu-Jitsu University, il nous invite aussi à pratiquer des choses en dehors du club, et que tout ce qui peut rentrer en renforcement du corps physique est bon pour le jiu-jitsu. Donc, les gens qui sont sérieux, les gens qui ont compris que, après tout, dans ce sport de combat, ce qui compte quand même, c'est de tenir une certaine longévité en dehors des tatamis et sur les tatamis, vont faire en sorte de passer le message d'une certaine façon. Et là, tu écoutes Robert Drysdale, et c'est important parce que Robert Drysdale nous fait part de son expérience et nous donne aussi les solutions par lesquelles il faudrait passer pour pouvoir mitiger ces problèmes-là. En tout cas pour les loisirs et pour ceux qui font du jiu-jitsu une activité annexe. Les compétiteurs, c'est différent. Mais les compétiteurs, ils doivent comprendre d'entrée de jeu que c'est ça le chemin. Et même pour eux, aujourd'hui, avec les choses comme le Constraint-Led Approach, Ecological Approach, avec l'histoire de jeu, on parle aussi des systèmes dagestanais où on ne va pas hardcore tout le temps, mais on fait en sorte de pratiquer par du jeu pour développer les compétences d'un côté, mais surtout ne pas sacrifier la santé, donc augmenter les volumes d'entraînement et diminuer les risques des blessures dans le même temps. Ça, c'est ce que l'on sait aujourd'hui et on peut s'en servir même pour une population de compétiteurs de sorte à mitiger même pour eux le risque de blessures à répétition. Cette politique de prévention est le propre de coachs qui ont réellement conscience de ce que c'est un art martial dangereux
bien qu'il soit fascinant et que sa part la plus plaisante soit le sparring qui lui-même est à risque, eh bien, propose au public une structure, des informations qui permettent à chacun de profiter de cette activité et de laisser de côté les risques inutiles de blessures. Personnellement, je peux le dire, en ceinture blanche, j'ai trouvé ça complètement stupide d'aller en compétition. D'abord, je me trouvais incompétent et je ne voyais pas l'intérêt d'aller stresser devant un public qui me regarde pour montrer ce que je ne sais pas faire. Ça n'a aucun intérêt. Je trouvais ridicule d'aller le faire. Et la seule fois que je suis allé regarder les compétitions, j'ai trouvé ça d'un stress inouï pour moi qui regardais. Trop de bruit, Moi, je suis un introverte. J'ai besoin de calme, de recul, tout ça. Je peux actionner, bien entendu, de l'agressivité, mais il faut qu'il y ait une raison profonde. Et la compétition ne m'a jamais attiré dans ce sens. Je trouvais ça ridicule, surtout en tant que débutant. Ridicule. Pour moi, il vaut mieux me former, être vraiment sûr de ce que je fais, même dans une certaine limite, même si je ne sais pas tout, mais au moins ne pas rentrer dans une compétition en sachant que je ne sais rien faire debout. Rien. Je ne sais pas passer une garde, je ne sais rien, je ne sais même pas attraper une finale. Je ne sais rien faire aller en compétition. Ça n'avait pas de sens. Donc, c'était mon point de vue et je ne voulais. Il n'y avait rien qui pouvait me persuader de faire autrement. Mais maintenant, avec toutes les informations, parce qu'il ne m'était pas dit que ton risque de blessure est multiplié par 10 en 5 minutes, tout ça il ne m'était pas dit. Je n'avais pas forcément du conditionnement physique. Je n'avais pas de préparation physique attitrée. Ça aurait été aller comme ça, comme tout le monde. Mais tu te blesses et tu te blesses. Il y a plein de gens qui se blessent. Plein de gens autour de moi qui se sont blessés de multiples fois et qui revenaient comme si de rien n'était. En France, ça ne te donne rien. Tu ne deviens pas riche en allant gagner une médaille à 2 €. Tu n'as pas de palmarès, tu n'es rien. Au moins fais des IBJJF pour au moins construire quelque chose. Parce que la seule chose qui est reconnue dans le monde du jiu-jitsu brésilien, c'est d'être champion du monde IBJJF ou ADCC. Si tu n'as pas ces credentials, être une ceinture noire, oui, c'est déjà élitique, mais c'est rien du tout dans le monde du jiu-jitsu. Si tu veux vraiment être un champion, il faut te donner les moyens d'aller conquérir un titre IBJJF en adulte chez les ceintures noires. C'est ça qui doit être un objectif aujourd'hui qui te donne vraiment le motif d'y aller, de sacrifier de la partie de ta santé, encore que, qu'est-ce qui peut vraiment valoir ta santé? Qu'est-ce qui peut vraiment valoir ta santé? Qu'est-ce qui veut valoir une médaille d'or? Une médaille d'or à IBJJF, ça vaut tes genoux. Laisse-moi rire. Bah écoute, chacun son chemin, mais le principal, c'est de distiller cette information. Et ça, les coachs le cachent scrupuleusement. Mais tu peux les regarder, le coach. Tu peux leur poser la question, alors physiquement, tu en es où? Parce que ces coachs-là, tous ceux que tu as en France, ils n'ont pas fait les championnats du monde, n'ont pas obtenu des médailles d'argent, d'or aux championnats du monde. Les championnats qu'ils ont fait le plus régulier sont des choses ici et là, mais ça les a foutus en l'air déjà. Ça les a foutus en l'air, c'est pour te dire. La plupart du temps, comme ils le disaient, ils ont plus passé leur temps à dépenser de l'argent et retourner à la maison dès qu'ils sont allés dans les tournois majeurs. Ils n'ont rien obtenu, mais ils ont quand même sacrifié de leur physique là-dedans. Maintenant, au lieu de te faire profiter de leur expérience, c'est-à-dire de te donner les informations pour que tu évites les écueils par lesquels ils sont passés, comme le fait si bien Robert Drysdale, eh bien, ils ne te disent rien. Ils
cache tout ça. Et il t'envoie dans le mur, dans la fournaise. Oui, on fait la compétition la semaine prochaine, la semaine ici, la semaine là-bas. Des compétitions en France qui ne te donnent aucun... Déjà, le niveau en France, on dit qu'il est haut, il est haut. Mais il est bas. Il est bas. Je te le dis, il est bas. Les gens n'arrêtent pas de le dire. Il monte évidemment d'année en année. Mais il est très bas par rapport à ce que tu pourrais trouver aux États-Unis ou au Brésil. C'est très bas. Donc tu me vois insister sur la littérature avec Robert Drysdale, aller chercher toujours les internationaux pour distiller les informations qui sont cachées. Parce que je pense que nous souffrons d'une grande calamité dans la communauté du jiu-jitsu ici, c'est que ça manque d'honnêteté. Ça manque cruellement d'honnêteté intellectuelle. Dire les choses telles qu'elles sont, telles qu'elles se présentent, ne va jamais entacher le prestige de cette discipline qui est réellement un asset. Pratiquer du jiu-jitsu, c'est un asset. Quand c'est très bien fait, quand c'est fait avec des très bonnes personnes, quand c'est fait avec des bonnes raisons et quand c'est fait de façon constructive. Sinon, ça va donner des blessures, des déceptions, de la frustration et puis l'abandon, tout simplement. Les gens vont quitter le jiu-jitsu assez rapidement et j'ai envie de dire, ils auront raison. Quand tu arrives dans un endroit qui est malsain, avec la bagarre et tout ça, où on ne prend pas soin les uns des autres, où il n'y a pas d'entraide, où il n'y a que de la compétition, rudesse de compétition, eh bien tu seras mieux ailleurs. Tu vas préserver tes articulations, tu vas préserver ta santé physique, ta santé psychologique, et ça sera beaucoup mieux. Moi, j'ai envie de dire que les 80% des gens qui abandonnent ont raison quelque part. Parce que au bout du tunnel, ça te donne 100% de ceinture noire complètement amoindrie physiquement et souvent aigrie. Les ceintures noires qui n'ont pas été jusqu'à IBJJF champion du monde sont aigries. On ne peut pas l'être autrement. Parce que quand le chemin à la base, c'est de devenir un champion, et que tu sais que l'ultime, c'est champion du monde, quand tu n'y arrives pas, à moins de négocier ce passage-là psychologiquement d'une façon ou d'une autre, par une thérapie, etc., ça va devenir de l'aigreur. Tu vas porter ça en toi, dans ton cœur. Non, je n'y suis pas arrivé. J'ai essayé, j'ai fait ci, mais je n'y suis pas arrivé. Et c'est une frustration. Parce que tu sais que dans le même temps, dans le milieu, ce qui compte le plus, ce que l'on reconnaît, c'est le champion du monde. Ils vont te le dire, ça, les coachs. Le champion du monde, c'est celui qu'on respecte. Le reste n'est rien. Évidemment, en valeur absolue, ça n'a pas de sens, mais c'est comme ça que l'on pense dans ce milieu-là. Et il faut que tu le saches, que les gens qui te guident, les gens qui sont responsables, à qui courent partout à montrer des ceintures, n'ont jamais été champions du monde, qui te poussent à aller en championnat du monde, n'ont jamais été champions du monde, n'ont jamais coaché des gens qui sont devenus champions du monde, adultes catégorie Black Belt, et donc sont nécessairement frustrés à l'intérieur, à moins d'avoir fait le travail, comme je te le dis. C'est très important que tu gardes ceci en tête, parce que c'est aussi cela qui déclenche ou pas des élans de gentillesse, de bienveillance envers les autres. Quelqu'un qui est frustré, quelqu'un qui est aigri, quelqu'un qui est vraiment mécontent de son parcours ne pourra pas manifester envers les autres de la bienveillance. Même s'il a gagné des championnats en France, etc., il n'a pas réussi au niveau mondial. Il a essayé, mais il n'a pas réussi. Et ça reste
quelque chose dans le cœur. Pour quelqu'un qui a l'esprit d'un champion, à qui l'on a toujours dit tu gagnes ou c'est rien, tu gagnes ou tu n'es rien du tout, ça n'est pas anodin. Ils vont te dire le contraire, mais ça n'est pas anodin. Et si tu les regardes dans les yeux, tu verras vraiment de la tristesse. Si tu regardes ces champions de coach, si tu regardes ces coachs qui ont été promis à être des champions du monde et qui n'ont pas réussi, si tu les regardes dans les yeux, tu verras de la tristesse. C'est pour ça que ce sont les mêmes qui vont être très durs envers les élèves, comme si il en dépendait la vie de X, Y, Z, alors que c'est une activité qui est faite pour te rendre compétent, en meilleure santé, etc. Ils en font souvent beaucoup trop et ne donnent même pas les meilleures informations pour te former. Tu vois, tout ça là, c'est ce qui explique un certain climat malhonnête du coaching. Et tu n'entendras ça que par JS. Il faut être capable d'écouter ce message et rester droit dans ses bottes. Ils ne sont pas capables d'écouter un tel message et rester droit dans leurs bottes. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui n'ont pas de conviction, qui n'ont pas de valeurs profondes. Les seules valeurs que ces gens-là ont, c'est autour de la bagarre, autour de gagner des médailles. Mais derrière ça, la bonté, la sincérité, la vérité, tout ça là, ils n'ont pas du tout envie d'en parler. Parce que ça révélerait d'eux-mêmes tout ce qu'il y a d'artificiel, tout ce qu'il y a de tordu, tout ce qu'il y a de malveillant. Si cette vidéo t'a plu, tâche de liker, de partager et de t'abonner parce que évidemment cela m'aide à construire, même dans le froid, même avec du vent, du contenu de la sorte. Et évidemment ça fait grandir la communauté. Moi je te dis à la prochaine vidéo.